Signez, Camille, ne me faites pas perdre mon temps. Ronan Marchetti n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin, car quand on est l'homme le plus redouté du nord de Chicago, le silence a plus de poids que n'importe quelle menace. Ses yeux gris acier la regardaient depuis l'autre côté du bureau en chaîne de son bureau privé. Une pièce tapissée de portraits à l'huile d'hommes morts qui avaient bâti cet empire avec leur sang, où une légère odeur de cigare et de cuir flottait dans l'air comme un avertissement, et où deux gardes armés se tenaient juste devant la porte. Car même une conversation au sujet du licenciement d'un employé nécessitait des témoins dans ce monde. Camille Reyes avait 22 ans, assise dans ce manoir de Gold Coast, les mains tremblantes, toujours enfouies dans ses gants de ménage jaunes, vêtue du même uniforme noir et du même tablier blanc qu'elle portait tous les jours depuis 3 ans. 3 ans à arriver avant l'aube et à partir après minuit. À frotter les taches de sang sur les carreaux du couloir sans poser de questions. À garder des secrets qui auraient pu détruire des hommes puissants si elle avait ouvert la bouche. Et elle ne l'a jamais fait. Pas une seule fois. Mais tout cela n'avait plus d'importance désormais. Il y a une semaine, 50 000 $ avaient disparu du coffre-fort de cette pièce. Et les caméras n'avaient filmé qu'une seule personne entrant pendant cette période. Elle. Car le véritable voleur connaissait tous les angles morts de la maison où il avait grandi. Ronan était assis en face d'elle dans son costume 3 pièces noires, sans cravate. P.I.C. Philippe reflétait la lumière. Son ordinateur portable était toujours ouvert, comme si mettre fin à la vie de quelqu'un n'était qu'une tâche parmi d'autres entre 2 réunions. Sur la table se trouvait sa lettre de démission, rédigée par ses avocats, attendant sa signature. Et caché dans la poche de son tablier, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Un test de grossesse avec 2 lignes rouges qu'elle avait découvert ce matin-là. Elle portait son enfant. Le résultat d'une nuit, 3 mois auparavant, où il était rentré chez lui, le regard vide et du sang sur ses manches, et où elle était la seule personne encore éveillée. Une nuit qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Une nuit qu'il avait effacée de sa mémoire au petit matin. Elle ne pouvait pas lui dire. Dans son monde, un enfant non désiré avec la femme de ménage n'était pas un miracle. C'était une vulnérabilité. Quelque chose que ses ennemis pourraient utiliser. Quelque chose qui pourrait faire tuer une petite fille avant même qu'elle ait appris à marcher. Alors Camille prit le stylo. Son esprit hurlait. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Et en elle, une nouvelle vie venait de commencer à se former. Une vie dont cet homme ne saurait jamais rien, signa-t-elle. De l'encre bleue sur du papier blanc, et quelque chose d'invisible entre eux se brisa. Mais ce que Ronan Marchetti ne savait pas, c'est que ce n'était pas une fin. 6 ans plus tard, le plus puissant parrain de la mafia de Chicago se tiendrait seul sous la pluie, devant un appartement de Pilsen, suppliant de voir la fille dont il ignorait l'existence. Et la femme qui nettoyait autrefois ses sols serait celle qui déciderait d'ouvrir ou non la porte. Mais avant d'en arriver là, vous devez savoir ce qui s'est réellement passé, car la vérité derrière cette signature est bien plus dangereuse que le mensonge qui l'a provoqué. Si cette histoire a déjà retenu votre attention, cliquez sur j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, puis abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer la suite. Revenons maintenant au moment où Camille a franchi cette porte, car ce qu'elle a fait dans ces dernières secondes a tout changé. Camille s'est levée lentement de la chaise, les jambes tremblantes. Mais elle s'est forcée à se tenir droite, car elle savait que si elle s'effondrait maintenant, elle ne se relèverait jamais. Ronan avait déjà reporté son attention sur l'écran de l'ordinateur portable, comme si tout était terminé, comme si les 3 années qu'elle avait consacrées à cette maison avaient été réduites à une simple signature, et qu'il pouvait désormais passer à la prochaine tâche de son agenda. Mais Camille n'est pas sortie tout de suite. Elle s'est arrêtée au milieu de la pièce, la main droite touchant la poche de son tablier, ses doigts trouvant le petit morceau de plastique qu'elle y avait caché toute la matinée. Elle le sortit, le test de grossesse avec 2 lignes rouges encore clairement visibles sous la faible lumière qui filtrait à travers les lourds rideaux. Elle le regarda une dernière fois, ces 2 lignes rouges parallèles comme 2 routes qui ne se croiseraient jamais. L'une était la vie qu'elle menait et l'autre celle qu'elle aurait dû être autorisée à mener. Puis elle le cassa en 2. Le craquement du plastique résonna de manière sèche et aiguë dans la pièce silencieuse. Elle le brisa à nouveau en 3 morceaux, puis les laissa tomber sur le bord du lourd bureau en chaîne juste devant lui avant qu'il ne se disperse près du tiroir. Le bruit du plastique tapant contre le fond était si léger, mais pour Camille, il pesait plus lourd que tous les sons qu'elle avait entendus dans sa vie. Ronan leva les yeux, ses yeux gris posés sur elle avec une curiosité froide, le genre de curiosité d'un homme habitué à contrôler chaque détail de son territoire. Qu'est-ce que c'est? Sa voix ne trahissait aucune émotion,
Seulement une question d'inventaire, le même ton qu'il utilisait lorsqu'il interrogeait son comptable sur une dépense inhabituelle. Camille ne répondit pas. Pour la première fois en 3 ans, elle ne baissa pas la tête devant cette voix. Elle se retourna pour lui faire face, et dans ses yeux bruns, lourds de larmes, il y avait quelque chose que Ronan n'avait jamais vu chez personne. Pas de la peur, pas de la haine, mais une étrange pitié pour l'homme même qui la renvoyait. « Merci de m'avoir donné 3 ans, Monsieur Marchetti, » dit-elle d'une voix tremblante, mais chaque mot était clair, comme s'il avait été pesé avant de sortir de sa bouche. « J'espère que vous ne vous réveillerez jamais au milieu de la nuit à cause d'une décision que vous avez prise sans jamais avoir entendu la vérité. » La phrase resta suspendue dans l'air épais de cigare qui les séparait. Ronan ne répondit pas, non pas parce qu'il rejetait ce qu'elle venait de dire, mais parce que quelque chose dans sa voix le laissait sans voix pour lui répondre. Et pour un homme qui n'avait jamais été à court de mots dans aucune négociation, c'était si étrange que cela en devenait irritant. Camille lui tourna le dos et se dirigea vers la porte. Sa main gantée se referma sur la poignée en laiton, froide sous le caoutchouc qu'elle n'avait pas eu le temps d'enlever, et elle l'ouvrit. 2 gardes du corps se tenaient dans le couloir, lui jetèrent un coup d'œil, puis détournèrent le regard. Car dans ce monde, le départ d'une femme de ménage n'était pas le genre de choses dont on se souciait. La porte se referma doucement derrière elle, sans claquement, sans dramatisme, juste un petit clic lorsque le loquet métallique s'enclencha dans le cadre en bois. Mais ce son résonnerait dans la mémoire de Ronan Marquette des années plus tard, à une fréquence qu'il ne pourrait jamais expliquer. Ronan resta immobile pendant quelques secondes après la fermeture de la porte. Il baissa les yeux vers le contrat portant sa signature, l'encre bleue encore légèrement brillante, puis jeta un coup d'œil à la poubelle près de la porte. Quelque chose le poussait à se lever et à regarder à l'intérieur, mais il ne le fit pas, car Ronan Marchetti n'était pas le genre d'homme à fouiller dans une poubelle pour comprendre les sentiments d'une femme de ménage. Du moins, c'est ce qu'il croyait de lui-même. Au lieu de cela, il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Depuis le 2e étage du manoir, à travers l'épaisse vitre par balle, il regarda le jardin devant la maison. La pluie de Chicago tombait à torrents, transformant la pelouse d'un vert parfait en un miroir gris terne. Et au milieu de cette grisaille, Camille marchait vers le portail. Elle ne courait pas, elle ne baissait pas la tête, elle ne se protégeait pas de la pluie. Elle marchait droit devant elle sur le chemin de pierre, d'un pas assuré, comme quelqu'un qui avait l'habitude de porter des fardeaux bien plus lourds que la pluie. Sa petite silhouette s'estompait derrière la pluie dense, passant devant la clôture en fer, devant le portail automatique qui s'ouvrait pour la libérer dans le monde extérieur, le monde qu'elle allait affronter seule avec une nouvelle vie qui grandissait en elle. Ronan resta là jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Il ne savait pas pourquoi il était resté si longtemps. Il avait déjà licencié des gens, rompu avec des partenaires, pris des décisions 100 fois plus froides sans se retourner. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Quelque chose dans ses derniers mots, dans la façon dont elle le regardait avec pitié plutôt qu'avec haine, dans le bruit du plastique qui se fissurait, qu'il ne comprenait pas. Il retourna à son bureau, s'assit, rapprocha son ordinateur portable et se força à se replonger dans les chiffres, appels, commandes. Car c'était ainsi que Ronan Marchetti gérait tout ce qu'il ne voulait pas ressentir. Il travaillait jusqu'à ce que le sentiment disparaisse. Mais cette nuit-là, alors que le manoir était plongé dans le silence et qu'il était allongé seul dans un lit trop grand pour une seule personne, les mots de Camille lui revinrent comme un battement de cœur important. « J'espère que tu ne te réveilleras jamais au milieu de la nuit. » Il ouvrit les yeux et fixa le plafond dans l'obscurité. Et pour la première fois, il se demanda s'il n'avait pas manqué quelque chose qu'il aurait dû voir. Mais la question vint et repartit, car Ronan Marchetti n'avait jamais été un homme qui acceptait de se tromper. Et il fallut 6 ans pour qu'il comprenne enfin que cette nuit-là, ce qu'il avait poussé hors du manoir n'était pas seulement d'une femme en uniforme trempée par la pluie, mais tout ce dont il ignorait avoir besoin. Cette nuit-là, le manoir Marchetti était éclairé comme tous les autres soirs. Le chef privé avait dressé la table pour 12 personnes. Pourtant, une seule assiette était placée en bout de table, à la place que Ronnie occupait toujours, face au mur blanc de l'autre côté, comme si ce vide était le seul compagnon qu'il s'autorisait pendant ses repas. Il coupa le steak, leva son verre de vin, mâcha lentement, tout était précis et contrôlé, à l'image de la façon dont il dirigeait chaque recoin de l'Empire Marchetti. Son téléphone vibra au milieu du dîner. Il le prit sans vérifier le nom de l'appelant, car à son poste, seules quelques personnes étaient autorisées à l'appeler à cette heure-là,
et chacun de ces appels signifiait de l'argent ou des ennuis. Tommaso, son oncle, lui annonça qu'une cargaison devait passer par Southport avant l'aube. Il y avait un problème avec l'équipe de transport et ils avaient besoin de sa décision. Ronan posa son verre de vin, donna des instructions claires et calmes en moins de 2 minutes, puis mit fin à l'appel. Pas d'hésitation, pas de peser des options, pas de nuit blanche à cause de choix liés à des centaines de milliers de dollars et à des risques que les gens ordinaires n'oseraient jamais imaginer. Il reprit son repas, coupa un autre morceau de viande, et la vie continua de tourner autour de lui, parfaitement, sans heurts, froidement, avec la précision d'une machine programmée pour ne s'arrêter pour personne. Mais lorsque le dîner fut terminé et qu'il marcha dans le couloir vers son bureau, ses pieds s'arrêtèrent devant la porte de la pièce dont Camille était sorti quelques heures plus tôt. Il ne pas y entrer tout de suite. Il resta là quelques secondes, les yeux baissés vers le tapis où elle s'était assise, et ses derniers mots lui revinrent à l'esprit comme un écho dans une pièce vide. Il prit une profonde inspiration, poussa la porte, s'assit, ouvrit son ordinateur portable et se plongea dans son travail. Car Ronan Marchetti croyait que tout sentiment qui ne servait aucun but était une faiblesse. Et dans son monde, la faiblesse n'était pas seulement inutile, elle était mortelle. Pendant ce temps, à près de 25 kilomètres au sud-ouest du manoir de Gold Coast, Camille se tenait à un arrêt de bus sur Ashland, trempé de la tête aux pieds. La pluie ne cessait de tomber et le vent du lac Michigan s'engouffrait dans l'abribus dont un coin de la vitre était cassé. Elle portait toujours son uniforme noir et son tablier blanc, désormais grisâtre à cause de la pluie. Les gants en caoutchouc jaune étaient fourrés dans la poche du manteau fin qu'elle avait enfilé avant de quitter la demeure. Le dernier bus C, Terre de la Nuit, arriva avec 10 minutes de retard. Et pendant ces 10 minutes, Camille se tenait seule sous un lampadaire vacillant, une main posée sur son ventre, non pas à cause de la douleur, mais par instinct, comme si elle protégeait la seule chose qui lui appartenait vraiment dans ce monde. Le bus était presque vide. Elle s'assit à l'arrière, près de la fenêtre, le front appuyé contre la vitre froide, regardant la ville de Chicago défiler à l'extérieur. Les gratte-ciels lumineux du centre-ville laissèrent lentement place à des bâtiments plus bas, plus anciens, plus sombres, à mesure que le bus s'enfonçait vers le sud. Les enseignes lumineuses des épiceries ouvertes, tard le soir, les grilles métalliques fermées sur les magasins fermés, les graffitis sur les murs de briques trempés par la pluie. C'était Pilsen, le quartier où Camille avait grandi, où l'espagnol résonnait à chaque coin de rue, et où l'odeur du pain sucré des pinataras familières était plus familière que n'importe quel parfum coûteux dans le manoir Marchetti. Elle descendit au coin de la 18e rue et se dépêcha de parcourir 2 pâtés de maisons jusqu'à l'ancien appartement situé au 3e étage d'un immeuble en briques rouges construit dans les années 1950. Les escaliers en béton étaient humides et moisis, la rampe en fer était lâche, la lumière du couloir clignotait comme si elle était sur le point de s'éteindre. Elle entra avec la clé de secours que tante Pollard gardait sous le pot de fleurs près de la porte. À l'intérieur, le petit appartement était calme. Tante Pollard dormait, sa respiration lourde s'échappant de la chambre à coucher à l'arrière. La respiration d'une femme de 52 ans dont le diabète avait volé presque toute sa force. Camille n'alluma pas la lumière. Elle entra dans la petite chambre que sa tante lui avait laissée. Un lit simple, une vieille commode en aggloméré, une fenêtre donnant sur la ruelle derrière l'immeuble, où des chats errants miaulaient parfois la nuit. Elle s'assit sur le bord du lit, encore mouillé, encore frigorifié, et sortit de la poche de son manteau la copie de l'accord qu'elle avait signé quelques heures plus tôt. Elle fixa sa signature, l'encre bleue légèrement maculée dans le coin par ses larmes. Et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté cette pièce, elle laissa la peur l'envahir complètement. Pas la peur d'être pauvre, ni la peur d'être seule, mais la peur pour la vie qui grandissait en elle. Elle savait qui était Ronan Marchetti. Elle savait comment fonctionnait son monde, car elle y avait vécu pendant 3 ans, effaçant les traces que ce monde laissait derrière lui. Elle savait que dans ce monde, un enfant illégitime d'un parrain de la mafia n'était pas une bénédiction. C'était un pion. Les ennemis utiliseraient l'enfant comme moyen de pression. Les alliés utiliseraient l'enfant pour négocier. Et Ronan lui-même, que ferait-il? Garderait-il le bébé? Cacherait-il le bébé? Ferait-il du bébé un secret de plus parmi les centaines de secrets que la famille Marchetti avait enterrés sous les fondations de leur manoir de Gold Coast? Camille plia le contrat, le glissa dans le tiroir de la table de chevet et posa sa main sur son ventre. Son ventre était plat. Aucun signe à l'extérieur, mais à l'intérieur, ce petit cœur battait, et chaque battement était une raison pour elle de prendre la décision la plus importante de sa vie. Elle ne le dirait pas à Ronan.
Non pas parce qu'elle le détestait, non pas parce qu'elle voulait se venger, mais parce qu'elle voulait se protéger. Elle allait disparaître de tout ce qui était lié au nom Marquetti. Elle allait élever cet enfant seul, dans son monde, le monde des bus de nuit, des vieux appartements, des petits salaires honnêtes, un monde où personne ne se faisait tirer dessus pour en savoir trop, et où aucun enfant n'avait à grandir derrière des vitres par balles. Elle s'allongea, tira la fine couverture sur sa poitrine et, dans l'obscurité de cette petite chambre de Pilsen, à peine à 25 kilomètres du manoir de Gold Coast, mais aussi loin que deux planètes différentes, Camille Reyes ferma les yeux avec une certitude qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle serait plus forte que la peur. Elle devait être plus forte, car désormais, elle ne vivait plus seulement pour elle-même. Au cours des semaines qui suivirent, Camille frappa à toutes les portes. Elle demanda du travail dans un restaurant de la 18e rue. Mais le gérant regarda son ventre et secoua la tête sans même la laisser finir sa phrase. La laverie automatique au coin d'Ashland lui dit qu'ils avaient déjà assez de personnel. L'épicerie de Blue Island avait besoin d'un employé pour le service de nuit, mais lorsqu'elle revint une deuxième fois vêtue d'une chemise ample qui ne pouvait plus cacher son ventre de 4 mois, on lui dit que le poste avait été pourvu. Chaque fois qu'elle était rejetée, Camille ravalait ses larmes et passait à la porte suivante, car elle n'avait pas le droit de s'arrêter, car en elle, quelqu'un attendait qu'elle n'abandonne pas. Finalement, elle a trouvé un emploi de femme de ménage dans les bureaux d'une petite entreprise du centre-ville, avec des horaires de 22 heures à 4 heures du matin, payée en espèces chaque semaine, juste assez pour payer sa part de loyer à Tante Pollard et acheter de quoi manger. Mais elle ne pouvait pas se permettre de payer le bus tous les jours si elle voulait économiser pour les mois qui suivraient la naissance du bébé. Elle marchait donc 40 minutes chaque après-midi de Pilsen au centre-ville et 40 minutes pour rentrer à l'aube, son ventre devenant chaque jour plus lourd, la semelle de ses chaussures s'usant, mais sans jamais ralentir le pas. Puis l'hiver de Chicago est arrivé. Pas le genre de froid que les gens d'ailleurs peuvent imaginer, mais celui qui transperce la peau et la chair. Celui où le vent du lac Michigan transperce toutes les couches de vêtements comme si le tissu n'existait pas. Une nuit de janvier, la température est tombée à moins 15 degrés Celsius et Camille rentrait chez elle à pied sur Halstead lorsque ses jambes ont cessé de lui obéir. Sa vision s'est brouillée, ses oreilles ont sifflé, son ventre de 6 mois l'a tiré vers l'avant et elle a titubé, s'est agrippée à un lampadaire, a glissé et s'est retrouvée dos contre le béton, la neige s'infiltrant à travers son pantalon. Elle a essayé d'appeler à l'aide, mais la rue était déserte à 3 heures du matin, et sa voix était si faible que son souffle se transformait en fumée blanche et disparaissait instantanément dans l'air glacial. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée assise là. Peut-être 5 minutes, peut-être 15. Mais lorsqu'elle a entendu des pas et senti une main chaude se poser sur son épaule, elle crut qu'elle rêvait. Le père Miguel Cortez, prêtre de l'église Saint-Pius à Pilsen, rentrait après avoir rendu visite à un paroissien gravement malade. Il la vit recroquevillée au pied du lampadaire, enceinte, les lèvres violettes, et ne lui posa aucune question. Il l'aida à se relever, drapa son épais manteau de laine sur ses épaules et la guida jusqu'à l'église. Il l'a assise près du radiateur dans la salle commune, lui a apporté un bol de soupe chaude et a attendu que ses couleurs reviennent. « Tu n'as pas besoin de t'expliquer », lui a-t-il dit dans un espagnol doux. « Tu dois seulement savoir que tu n'es pas seul. » À partir de cette nuit-là, le père Miguel est devenu le soutien spirituel que Camille n'aurait jamais pensé trouver. Il ne pouvait pas lui donner beaucoup d'argent, car l'Église était elle aussi pauvre. Mais il lui donnait chaque semaine de la nourriture provenant du garde-manger communautaire, lui offrait un endroit chaud où s'asseoir et se reposer lorsque Chicago était trop froid pour marcher, et lui donnait ce que personne d'autre ne pouvait lui donner à l'époque, la conviction qu'elle faisait ce qu'il fallait. Tante Pollard essayait également de l'aider à sa manière. Le diabète l'affaiblissait de jour en jour. Ses jambes étaient enflées, elle ne pouvait donc pas aller loin. Mais les soirs où Camille avait tellement de nausées qu'elle ne pouvait pas lever la tête de son oreiller, Pollard s'asseyait à côté d'elle, lui frottait le dos de ses mains tremblantes et lui racontait de vieilles histoires sur sa mère, sur sa force lorsqu'elle avait porté Camille seule à Porto Rico avant de venir à Chicago, comme si la force était quelque chose qui coulait dans le sang des femmes de cette famille. Un après-midi, Camille passa devant une boutique d'occasion sur la 19e rue et vit un rouleau de laine blanc crème à 0,50 $. Elle resta quelques secondes devant la porte, puis entra et l'acheta. Ce soir-là, assise sur le lit de sa petite chambre, elle commença à tricoter un petit bonnet.
Elle n'était pas douée pour le tricot, les mailles étaient inégales, lâches à certains endroits, serrées à d'autres. Mais elle continua lentement, patiemment, et tout en tricotant, elle parlait à son ventre de 7 mois. Je te promets que tu ne manqueras pas d'amour. Pour le reste, je trouverai un moyen. Mais d'amour, tu en auras plus qu'il n'en faut, car j'en ai assez pour nous deux. Ce petit bonnet était laid, difforme, mais Camille l'avait tricoté avec les derniers centimes qu'elle pouvait dépenser et avec la seule chose que personne ne pouvait lui enlever, l'espoir. La première contraction survint à 2 heures du matin, une nuit de novembre. Alors que le vent de Chicago hurlait derrière la fenêtre de son appartement à Pilsen, Camille sut que le moment était venu. Elle appela une ambulance, car personne ne pouvait la conduire à l'hôpital. Et pendant qu'elle attendait, elle a glissé dans son sac le bonnet blanc crème déformé qu'elle avait tricoté pendant les 2 derniers mois, car c'était la seule chose qu'elle avait pu préparer pour le bébé qui allait arriver. Tante Pollard s'est réveillée au son de la sirène de l'ambulance. Ses pieds enflés l'ont portée dans le couloir. Elle a pris la main de Camille et lui a dit qu'elle la suivrait dans le premier bus, mais Camille savait que le dernier bus était passé depuis des heures et que le premier n'arriverait que dans plusieurs heures. Elle acquiesça, adressa à sa tante un sourire rassurant, puis monta seule dans l'ambulance. À 3 heures du matin, l'hôpital Stroger était un monde de néons blancs et froids, de machines qui bipaient sans cesse et de longs couloirs. Camille fut poussée sur un brancard tandis que la douleur la déchirait par vagues. La salle d'accouchement était bondée, car c'était le plus grand hôpital public de Chicago, et chaque nuit, des femmes venaient y accoucher, beaucoup d'entre elles seules comme elle. Une infirmière nommée Rosa, une Mexicaine d'âge moyen aux mains chaudes et à la voix douce, resta aux côtés de Camille pendant tout le travail. Lorsque la douleur atteignit son paroxysme et que Camille eut besoin de tenir la main de quelqu'un, pas celle de sa mère, car elle était partie, ni celle de l'homme qui aurait dû être là, car il ne savait pas et ne saurait jamais. Elle saisit la main de Rosa, la serrant si fort que ses jointures blanchirent. Et Rosa lui rendit sa pression comme si c'était la chose la plus normale au monde. Car pour elle, c'était le cas. Car à l'hôpital Stroger, trop de mères donnaient de la vie sans personne à leur côté, à part une infirmière. Amelia est née à 5h47 du matin. Son premier cri a retenti dans la pièce comme une déclaration annonçant son arrivée, qu'elle était en vie, qu'elle était là malgré tout. L'infirmière posa Amelia sur la poitrine de Camille, et à cet instant, le monde s'arrêta de tourner. Camille regarda le petit bébé reposant contre elle. Ses cheveux noirs et humides collaient à son crâne. Sa peau était rose et rouge, ses petits poings serrés comme si elle tenait quelque chose d'invisible. Puis Amelia ouvrit les yeux. Des yeux gris-vert, pas bruns comme ceux de Camille, pas foncés comme ceux de Tante Pollard ou de n'importe quel autre membre de la famille Reyes. Gris-vert, clair et profond. Les yeux de Ronan Marchetti qui la regardaient depuis le petit visage de sa fille. Camille pleura. Pas de tristesse, ni de peur. Elle pleura parce qu'elle comprit que peu importe jusqu'où elle fuirait, peu importe à quel point elle effaçait complètement le nom Marchetti de sa vie, ses yeux lui rappelleraient chaque jour l'homme qu'elle avait choisi de ne pas révéler. Elle serra Amelia plus fort contre elle, pressa ses lèvres contre le front de son bébé et murmura d'une voix que seule elles deux pouvaient entendre. « Tu es à moi, rien qu'à moi. » Quelques heures plus tard, lorsque Tante Pollard arriva enfin à l'hôpital, les yeux rougis et le souffle court après avoir dû marcher depuis l'arrêt de bus, un membre du personnel administratif apporta le formulaire d'acte de naissance à remplir par Camille. Elle écrivit chaque ligne au stylo bleu, les mains encore tremblantes d'épuisement, le nom de l'enfant, Amelia Reyes, la date de naissance, le lieu de naissance, le nom de la mère, Camille Reyes. Puis elle est arrivée à la ligne réservée au père. Une case vide. La pointe de son stylo a plané au-dessus du papier et elle a fixé cette ligne vide pendant un long moment. Non pas parce qu'elle ne savait pas quoi écrire, mais parce qu'elle savait exactement quel nom devait y figurer et qu'elle avait choisi de laisser cette case vide. Elle prit une inspiration, sauta la ligne et signa son nom sous celui de la mère. Une signature qui portait le poids des 2 rôles qu'elle venait de revendiquer. Puis elle rendit le papier à l'employé sans se retourner une seule fois. 6 ans peuvent passer très vite sur un calendrier. Mais quand chaque jour est un combat, 6 ans peuvent sembler une éternité. Au cours des premiers mois qui ont suivi la naissance d'Amelia, Camille tenait son bébé dans un bras et nettoyait les sols du bureau de l'autre, au sens figuré. Mais en réalité, ce n'était pas très différent. La nuit, elle continuait à nettoyer le centre-ville, laissant Amelia avec Tante Pollard dans leur petit appartement de Pilsen. Pendant la journée,
Quand Amelia faisait la sieste, Camille se rendait au centre communautaire de Pilsen pour s'inscrire à un cours gratuit de gestion d'entreprise destiné aux femmes à faible revenu. Elle s'asseyait parmi d'autres femmes immigrées, dont beaucoup ne parlaient pas couramment l'anglais. Beaucoup amenaient leurs jeunes enfants en classe et elle apprenait à tenir des comptes, à calculer les impôts, comment enregistrer une petite entreprise dans l'État de l'Illinois. Elle n'était pas la meilleure élève, mais elle était celle qui ne manquait jamais un jour. Après 3 ans passés à travailler pour d'autres personnes, lorsque Amelia a commencé la maternelle et que Camille avait acquis de l'expérience et constitué un petit pécule grâce à son mode de vie très frugal, elle ne dépensait presque rien en dehors du loyer et de la nourriture. Elle a créé Olympia Services, sa propre entreprise de nettoyage. Ses 2 premiers clients étaient un cabinet dentaire et un petit cabinet comptable, tous deux situés à Pilsen. Tous deux étaient prêts à lui faire confiance, car ils avaient observé son travail au cours des 3 dernières années. Camille ne promettait rien d'extraordinaire. Elle promettait seulement de bien nettoyer et de faire du bon travail. Et elle a tenu sa promesse. Peu à peu, un client en a recommandé un autre. En moins d'1 an, elle a embauché sa première employée, une mère célibataire guatémaltèque nommée Maria, qu'elle avait rencontrée au centre communautaire. Puis une autre, puis une autre. Quand Amelia a eu 5 ans, Olympia Service comptait 8 employés. Toutes étaient des mères célibataires ou des immigrés comme elle, des femmes que d'autres auraient rejetées. Mais Camille a choisi de leur donner une chance. Elle ne payait pas les salaires les plus élevés du marché, mais elle payait à temps. Elle a souscrit une assurance pour chacune d'entre elles lorsqu'elle en a eu les moyens, et elle n'a jamais méprisé personne, car elle savait exactement ce que ce sentiment pouvait faire à une personne. Amelia a grandi dans cet appartement, petit mais propre, aux murs recouverts d'images de papillons que Camille avait découpés dans de vieux magazines, avec un lit jumeau poussé contre le mur et un bonnet blanc crème déformé posé sur la table de chevet comme un souvenir. Tante Pollard, bien que sa santé continuait de se détériorer, accueillait toujours Amelia chaque après-midi lorsque Camille allait travailler, lui apprenant à cuisiner le riz en espagnol et lui racontant des histoires sur Porto Rico. Amelia parlait les 2 langues avant d'entrer en première année et elle avait des yeux gris-verts que personne à Pilsen ne pouvait expliquer. Des yeux qui ne correspondaient à ceux d'aucun membre de la famille Reyes. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, 6 ans pour Ronan Marchetti signifiait 6 ans d'expansion d'un empire. Marchetti Holdings a racheté 3 autres grands projets immobiliers le long de la rivière Chicago, développant ainsi le réseau légitime qui protégeait les opérations illégales sous-jacentes. Son nom est apparu dans les magazines économiques avec le titre d'entrepreneur à succès. Mais dans le monde souterrain, tout le monde comprenait le véritable poids derrière ce nom. Il s'est marié 2 ans après le départ de Camille et a arrangé un mariage avec la fille d'une famille alliée de l'Est. Le genre d'alliance politique que le monde mafieux appelait « sécurisation du territoire ». Le mariage a duré 2 ans, puis s'est terminé par des papiers de divorce et un important règlement financier, car sa femme disait qu'elle ne pouvait pas vivre avec un homme qui ne lâchait pas sa vigilance, même dans son sommeil. Après cela, il a eu quelques autres relations, aucune ne durant plus de quelques mois. Toutes les femmes disaient la même chose avant de le quitter. Tu ne sais pas faire confiance aux autres. Ronan ne discutait pas, car il savait qu'elles avaient raison. Mais il ne changeait pas non plus, car dans son monde, faire confiance aux gens n'était pas une vertu. C'était un risque. Le manoir de Gold Coast était toujours éclairé chaque nuit, toujours impeccable, toujours parfait dans les moindres détails, mais il devenait de plus en plus calme. Le dîner était toujours servi dans une assiette à la tête de la table. Le salon était toujours dépourvu de rire et parfois, tard dans la nuit, lorsqu'il était assis seul dans son bureau avec un verre de whisky à moitié vide et l'écran de son ordinateur portable projetant une lumière bleue sur son visage, le souvenir de cet après-midi lui revenait. Pas tout, juste un moment. Le regard de Camille lorsqu'elle se tenait à la porte et lui disait au revoir. Il avait vu des yeux toute sa vie, des yeux remplis de peur, de haine, de supplication. Mais ces yeux-là ne lui étaient pas familiers. Ce n'étaient pas les yeux d'une personne coupable. C'étaient les yeux de la déception. Une profonde déception réservée à quelqu'un qu'elle avait autrefois cru capable de mieux. Et étrangement, cela hantait Ronan Marchetti plus que n'importe quel ennemi rôdant autour de son territoire. Car les ennemis, il savait comment les gérer. Mais la déception dans les yeux d'une femme qu'il avait renvoyée était quelque chose qu'il ne savait pas comment gérer. Le changement n'a pas commencé avec la conscience. Il a commencé avec le FBI. 6 ans après le départ de Camille,
Les enquêteurs fédéraux ont intensifié leur pression sur la piste du blanchiment d'argent en passant par le système immobilier de Marchetti Holdings. 2 assignations à comparaître arrivèrent la même semaine. Les procureurs fédéraux commencèrent à convoquer des témoins et un compte intermédiaire aux îles Caïmans fut gelé sans avertissement. Ronin comprit que s'il voulait que son empire reste debout, il devait savoir exactement où chaque dollar avait été dépensé au cours des 10 dernières années. Non pas pour pouvoir avouer honnêtement au FBI, mais pour voir ce qui devait être enfoui plus profondément et ce qui pouvait être sacrifié. Il a appelé Yolena Vulov, son avocate personnelle et bras droit en matière de finances, et a ordonné un audit interne complet de haut en bas. Yolena a passé 3 semaines à fouiller dans des milliers de transactions, et ce qu'elle a trouvé n'était pas ce à quoi Ronin s'attendait. Une série de retraits d'argent inhabituels s'étalant sur plusieurs années. Chacun d'entre eux était suffisamment modeste pour ne pas déclencher d'alerte automatique, mais ensemble, ils totalisaient des centaines de milliers de dollars. Tous remontaient à une seule personne ayant accès au système financier interne de la famille, outre Ronin lui-même, Gianni Marchetti. Yolena posa le rapport sur le bureau de Ronan, tard dans la nuit, le regarda droit dans les yeux et lui dit « Les 50 000 dollars d'il y a 6 ans n'étaient pas la seule fois. C'était juste la première fois. » Ronin lut ligne par ligne, les chiffres ne mentaient pas. Gianni avait détourné de l'argent d'un coffre-fort secondaire, de comptes d'exploitation, du fonds noir réservé aux activités clandestines. Tout cela pour rembourser des dettes de jeu à une organisation de prêteurs sur gage liée au syndicat Volkov, un réseau mafieux d'Europe de l'Est en concurrence avec la famille Marchetti pour le contrôle du sud de Chicago. Son frère n'avait pas seulement volé la famille, il avait indirectement financé un ennemi. Ronin ferma le rapport, resta silencieux pendant un long moment, puis dit seulement 2 mots à Yolena. « Amenez-le. » Gianni se présenta au manoir de Gold Coast à 22 heures ce soir-là, sans se douter de rien, souriant comme à son habitude lorsqu'il rendait visite à son frère. Mais au lieu d'être conduit au salon, 2 gardes du corps l'emmenèrent au sous-sol. Le sous-sol du manoir Marchetti n'était pas destiné au vin. Des murs en béton nu, des lumières blanches froides, une table en acier et 2 chaises. C'était là que la famille Marchetti traitait les problèmes qui n'apparaissaient jamais sur papier. Ronin était déjà assis là. Le rapport de Yolena était ouvert sur la table. Lorsque Gianni vit les chiffres, son sourire s'évanouit. « Frère, laisse-moi t'expliquer. Assieds-toi. » La voix de Ronan n'était pas forte, mais Gianni s'assit immédiatement car il connaissait cette voix, celle que Ronin utilisait avant que des choses irréversibles ne se produisent. Ronin ne posa pas beaucoup de questions. Il fit glisser le rapport sur la table et attendit. Gianni essaya de nier pendant les 5 premières minutes, puis expliqua pendant les 10 minutes suivantes, et lorsque Ronin ne dit toujours rien, se contentant de le regarder de ses yeux gris aussi froids que le béton sous leurs pieds, Gianni craqua. Il avoua tout. Les dettes de jeu depuis ses 25 ans, les nuits où il perdait tout aux tables clandestines, les usuriers solitaires qui menaçaient de lui casser les doigts un par un s'il ne payait pas, et le désespoir qui l'avait conduit au coffre-fort de son frère. Ronin écouta, prit une lente inspiration, puis posa la dernière question. « Il y a 6 ans, a-t-elle pris l'argent? » Silence, Gianni baissa la tête. « Non, tu le savais depuis le début. Elle n'était qu'une femme de ménage, dit Gianni sans oser lever les yeux. Qui l'aurait cru? Je pensais que tu ne le découvriras jamais et que tout cela passerait. » La pièce en béton était si silencieuse qu'il pouvait entendre l'eau goutter d'un tuyau au plafond. Ronan regarda son frère, l'homme qui partageait son sang, son nom, qui avait grandi dans cette maison avec lui, et il vit la chose qu'il détestait le plus au monde. Son père, le vieux Marchetti, avait été comme ça aussi. Il utilisait les plus faibles comme bouc émissaire pour ses propres erreurs, punissant ceux qui n'avaient pas les moyens de se défendre afin de protéger ses proches. Ronan avait juré qu'il ne deviendrait jamais comme lui. Mais 6 ans plus tôt, c'est exactement ce qu'il avait fait sans même s'en rendre compte. Il avait chassé une femme innocente sans enquêter, sans écouter, sans lui donner la moindre chance de dire la vérité, simplement parce qu'elle était la personne la plus faible dans la pièce. Et dans son monde, les plus faibles étaient toujours tenus pour responsables. Ronan se leva et regarda Gianni une dernière fois. « Tu as 24 heures pour disparaître de Chicago. Tous les comptes, toutes les cartes, tous les points d'accès liés à la famille seront immédiatement supprimés. Tu n'es plus un Marchetti. » Gianni ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis croisa le regard de son frère et s'interrompit, car il comprit que Ronan lui accordait la dernière faveur qu'il lui ferait jamais en le laissant sortir de ce sous-sol de ses propres moyens. Lorsque Gianni partit,
Ronan resta seul dans le sous-sol froid et bétonné. Et pour la première fois en 6 ans, le visage de Camille Reyes ne lui revint pas en mémoire sous la forme d'une image floue. Il revint clair, net, douloureux, accompagné de la prise de conscience qu'il lui devait quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait rembourser. Après le départ de Gianni, Ronan ne monta pas dans sa chambre. Il retourna dans son bureau au 2e étage. Il avait besoin d'être seul avec la vérité qui venait d'être révélée. Il avait besoin de s'asseoir dans la pièce même où, 6 ans auparavant, il avait forcé une femme innocente à signer une condamnation qu'elle ne méritait pas. Il s'assit dans son fauteuil, n'alluma pas son ordinateur portable, ne se servit pas à boire, mais resta simplement assis dans l'obscurité tandis que les lumières de la rue se reflétaient à travers la fenêtre et dessinaient de longues bandes lumineuses sur le parquet. Puis il se mit à nettoyer, non pas parce que la pièce en avait besoin, mais parce qu'il avait besoin de s'occuper les mains pour que son esprit n'explose pas. Il ouvrit le tiroir du bureau, fouilla dans de vieux papiers, des contrats expirés, des cartes de visite qu'il n'utilisait plus. Et lorsqu'il tira le tiroir à fond et le souleva pour le mettre de côté, un petit objet tomba d'un étroit interstice entre le fond du tiroir et le cadre du bureau, où il était coincé depuis des années. Ronan le ramassa. C'était un petit morceau de plastique blanc, d'environ 4 cm de long, sa surface légèrement jaunie par le temps. Il faillit le jeter, mais sous la lumière du réverbère qui passait par la fenêtre, il vit une légère ligne rose traversant le plastique. Sa main se figea. Un flash d'il y a 6 ans jaillit dans son esprit, pas très net, mais suffisamment clair pour qu'il s'en souvienne. Camille debout près de la porte, sortant quelque chose de la poche de son tablier, le regardant, puis le cassant. Le craquement sec du plastique dans une pièce silencieuse. Il avait demandé « Qu'est-ce que c'est ?» et elle n'avait pas répondu. À l'époque, il ne s'était pas soucié de poser à nouveau la question. Maintenant, il tenait le plastique entre 2 doigts et pour la première fois, il s'en souciait. Il ouvrit son téléphone et chercha des images de tests de grossesse. L'écran se remplit de résultats. Des bâtonnets en plastique blanc avec de petites fenêtres montrant 1 ou 2 lignes roses. Il regarda le morceau dans sa main, puis revint à l'écran. La ligne rose, le même type de plastique, la même taille. Son cœur se mit à battre plus fort. Pas le genre de battement qu'il ressentait face au danger, mais ceux qui survenaient lorsque le sol sous ses pieds commençait à bouger et que tout ce qu'il croyait savoir devenait soudainement incertain. Elle était enceinte ce jour-là. Cette pensée le frappa avec une force qu'il n'était pas prêt à affronter. Il posa le plastique sur le bureau, prit son téléphone et appela Yolena. Il était près d'1 heure du matin, mais Yolena répondit dès la 2e sonnerie, car quand Ronan Marchetti appelait à 1 heure du matin, ce n'était pas un appel qui pouvait attendre le lendemain. « J'ai besoin que tu trouves quelqu'un, dit-il. Camille Reyes, elle a travaillé ici il y a 6 ans. Trouve tout ce que tu peux sur elle au cours des 6 dernières années, où elle vit, son travail, sa famille, tout. Et ne lui dis rien. » Yolena ne demanda pas pourquoi, car elle ne demandait jamais pourquoi. Elle demanda seulement un délai. 2 jours, répondit Ronan avant de raccrocher. Yolena termina en 1 jour et demi. Le rapport était sur le bureau de Ronan l'après-midi suivant, soigné, détaillé, d'une précision froide, comme tous les rapports que Yolena avait jamais produits. Camille Reyes, 28 ans, résident à Pilsen, Chicago, propriétaire d'Olympia Services, une entreprise de nettoyage industriel légalement enregistrée dans l'État de l'Illinois, 8 employés. Une fille nommée Amelia Reyes, 5 ans, inscrite à la Roscoe Academy, une école primaire publique à Pilsen. Le certificat de naissance indiquait que le père était inconnu. Ronan relut cette ligne 2 fois. 5 ans. Elle était enceinte il y a 6 ans. Une enfant de 5 ans. Les chiffres s'imbriquaient avec une clarté impitoyable. Il tourna la page suivante et s'arrêta. Yolena avait joint une photo tirée des réseaux sociaux d'Olympia Services, prise lors de la journée familiale de l'entreprise. Camille se tenait au milieu de ses employés, souriante, et à côté d'elle se trouvait une petite fille vêtue d'une robe à fleurs. Des cheveux noirs épais, un petit menton et des yeux gris-vert qui fixaient l'appareil photo sans la moindre timidité. Ronan fixa la photo et le monde s'arrêta. Ses yeux, il connaissait ses yeux parce qu'il les voyait chaque matin dans le miroir. Ce visage, ce menton, la façon dont l'enfant regardait droit dans l'objectif sans crainte. C'était exactement la façon dont il regardait dans les yeux de n'importe qui sans crier. Il posa le rapport, se leva et sortit sur le balcon. Chicago s'étendait sous ses yeux. Des millions de lumières scintillaient dans la nuit. Et quelque part dans cette vaste ville,
Dans un petit appartement de Pilsen, il y avait une enfant de 5 ans qui dormait sans savoir qui était son père. Ronan agrippa la balustrade du balcon à 2 mains, et pour la première fois de sa vie, ses mains qui avaient signé des ordres pour régler des problèmes que la plupart des gens n'osaient même pas imaginer. Ses mains qui n'avaient jamais tremblé devant aucun ennemi se mirent à trembler. Ronan n'avait même pas encore décidé quoi faire lorsque le destin décida pour lui. 2 semaines après cette nuit-là, il se tenait sur le balcon, les mains tremblantes, contemplant Chicago. Benny Tran, le gestionnaire immobilier de la tour de bureau de 18 étages de Marchetti Holdings à River North, soumit un nouveau contrat de nettoyage au service administratif. Le soumissionnaire retenu fut Olympia Services, qui offrait le prix le plus compétitif parmi 4 fournisseurs, les meilleures évaluations de la part de ses anciens clients et un casier judiciaire vierge. Benny ne connaissait pas le lien entre le propriétaire de l'entreprise et son propre patron, car pour lui, il s'agissait simplement d'une décision opérationnelle de routine. Choisir le meilleur prestataire au coût le plus bas. Le contrat fut signé et le nom de Camille Reyes apparut sur les documents internes de Marchetti Holdings avant même que Ronan n'ait eu l'occasion de le voir. Camille l'apprit avant Ronan. Le premier jour, elle se rendit à l'immeuble de River North pour inspecter les lieux avant d'y faire venir son équipe. Elle a franchi les portes vitrées du hall principal et a vu le nom inscrit sur la plaque en laiton fixée au mur en marbre, Marchetti Holdings. Elle s'est arrêtée net. Pendant 6 ans, elle s'était construit une vie loin de ce nom. Et maintenant, il était juste devant elle, gravé dans le laiton, poli, brillant, impossible à ignorer. Son premier réflexe a été d'annuler le contrat, de retourner voir Pilsen, d'appeler Benny Tran et de lui dire qu'elle se retirait, de trouver un autre contrat, n'importe quel contrat, qui ne soit pas lié au nom Marchetti. Mais elle pensa alors aux 8 employés qui attendaient qu'elle leur apporte du travail. C'était son plus gros contrat à ce jour. Assez gros pour embaucher 5 personnes supplémentaires. Assez gros pour enfin acheter une assurance maladie pour toute l'équipe. La seule chose qu'elle leur avait promise dès le début, mais qu'elle n'avait jamais eu les moyens de leur offrir. Elle resta dans le hall, les yeux fixés sur le nom inscrit sur le mur. Puis elle prit une profonde inspiration. Elle n'était plus la jeune fille de 22 ans qui tremblait dans ses gants en caoutchouc jaune. Elle était chef d'entreprise. Elle avait un contrat en bonne et due forme et elle n'allait plus jamais laisser la peur prendre les décisions à sa place. Elle a conservé le contrat. Pendant les 2 premières semaines, tout s'est déroulé normalement. L'équipe de Camille travaillait tard le soir et la nuit après les heures de bureau, donc les chances de croiser Ronan étaient quasi nulles. Camille venait superviser 1 fois par semaine dans l'après-midi, vérifiait de la qualité, signait des papiers avec Benny Tran, puis repartait avant que l'étage supérieur où travaillait Ronan ne puisse même savoir qu'elle avait été dans le bâtiment. Elle pensait pouvoir garder cette distance pour toujours. Puis, un mardi après-midi de la 3e semaine, le système d'extinction automatique d'incendie du 9e étage s'est défectueux et a déclenché l'alarme dans tout le bâtiment. Des lumières rouges clignotaient, les haut-parleurs diffusaient des annonces d'évacuation, et plus de 300 personnes ont commencé à envahir les cages d'escalier, car les ascenseurs s'étaient automatiquement verrouillés conformément au protocole de sécurité. Camille se trouvait au 12e étage, où elle vérifiait une zone qui venait d'être nettoyée. Ronan était au 15e étage, en réunion avec Yolena. Tous deux ont descendu les escaliers de secours avec le flux de personnes, et entre le 10e et le 9e étage, la file s'est bloquée pendant quelques secondes parce qu'une porte de sortie était coincée. Camille s'est retournée et a levé les yeux, et Ronan regardait vers le bas. 6 années se sont compressées en une seule seconde. Elle l'a immédiatement reconnu. Toujours aussi grand, toujours avec ses yeux gris et froids, toujours vêtu du même costume noir que la dernière fois qu'elle l'avait vu, mais il y avait maintenant de légères rides au coin de ses yeux et une fine mèche argentée à la tempe qui n'était pas là 6 ans auparavant. Il l'a reconnue également, mais pas la fille dont il se souvenait. Camille se tenait devant lui, vêtue d'un chemisier blanc à col montant et d'un pantalon, les cheveux relevés en un chignon soigné, un badge d'identification sur la poitrine où l'on pouvait lire Olympia Service, et sous le nom de la société, un seul mot, propriétaire. Elle se tenait droite. Elle ne baissait pas les yeux. Elle n'était plus la femme de ménage en uniforme noir. Et ils le savaient tous les deux. Camille, dit-il, et elle n'avait jamais entendu ce ton de sa part auparavant. Pas autoritaire, pas froid, presque stupéfait. Monsieur Marchetti, répondit-elle, polie, calme, à distance respectable, puis elle se retourna et continua à descendre les escaliers avec la foule, alors que tout l'immeuble se rassemblait dans le hall, attendant que les techniciens confirment qu'il n'y avait pas de danger.
Ronan se tenait près des portes vitrées, regardant la rue. Mais ses yeux n'étaient pas fixés sur la rue. Son regard était rivé sur le coin gauche du hall, où une petite fille aux cheveux noirs était assise sur une chaise d'attente à côté d'un des employés de Camille, les jambes balancées au-dessus du sol, un crayon à la main, dessinant dans un petit cahier. L'école était fermée aujourd'hui, et Camille n'avait personne pour garder sa fille. Amelia l'avait donc accompagnée. L'enfant leva les yeux, comme si elle sentait que quelqu'un l'observait, et ses yeux gris-verts croisèrent ceux de Ronan à travers le hall bondé. Amelia n'avait pas peur, elle n'était pas timide. Elle le regardait simplement avec la curiosité innocente d'une enfant de 5 ans, puis elle baissa les yeux et se remit à dessiner. Mais Ronan ne pouvait pas baisser les yeux et se remettre à quoi que ce soit. Il se tenait là, dans le hall de son propre immeuble, entouré de centaines d'employés, et il avait l'impression que quelqu'un lui avait retiré tout l'air de ses poumons. Car cet enfant n'avait pas seulement les mêmes yeux que lui, elle était sa copie miniature. Et maintenant, il savait que la photo en ligne ne mentait pas. Les chiffres n'étaient pas faux. Le morceau de plastique dans le tiroir était réel. Et la vérité était assise à 10 pas de lui, en train de dessiner avec un crayon dans un petit carnet, complètement inconsciente que l'homme qui la fixait, les mains crispées sur les côtés, était son père biologique. 2 jours après la rencontre dans la cage d'escalier d'évacuation, Camille reçut un appel de l'assistant de Ronan, l'invitant à une réunion pour examiner le contrat de service de nettoyage dans le bureau privé situé au dernier étage du bâtiment River North. C'était une explication raisonnable, une procédure standard, mais Camille sut immédiatement qu'il ne s'agissait pas du contrat. Elle accepta parce qu'elle ne fuyait plus. Cet après-midi-là, elle se rendit au bâtiment vêtue d'un blazer bleu marine, les cheveux attachés en un chignon bas, sans bijoux, sans rien de superflu. L'ascenseur l'a conduite au dernier étage et, lorsque les portes se sont ouvertes, elle a découvert un large couloir pavé de pierres grises, avec des baies vitrées allant du sol au plafond qui révélaient toute la ligne d'horizon de Chicago, la rivière Chicago serpentant en contrebas, comme un ruban argenté entre une forêt de gratte-ciel. L'assistant l'a conduite dans une salle de conférence privée, puis a fermé la porte. Ronan était déjà là. Il ne portait pas de costume aujourd'hui, seulement une chemise noire aux manches retroussées. Camille remarqua immédiatement ce petit détail, car Ronan Marchetti portait toujours un costume comme une armure. Le fait qu'il l'ait retiré signifiait qu'il essayait de paraître moins menaçant, et cette intention lui indiquait que cette conversation irait bien au-delà d'un simple contrat de nettoyage. Pendant les 15 premières minutes, ils parlèrent de travail. Ronan s'enquit de la qualité du service, de la fréquence des supervisions, des procédures de contrôle. Camille répondit avec précision. De manière professionnelle, ni plus ni moins. Elle dirigeait les services Olympia depuis suffisamment longtemps pour savoir comment s'asseoir face au pouvoir sans trembler. Et Ronan remarqua qu'elle n'était plus la femme dont il se souvenait. Puis il posa son stylo sur la table, resta silencieux pendant quelques secondes, et lorsqu'il reprit la parole, sa voix avait complètement changé. Ce n'était plus la voix d'un PDG évaluant un fournisseur. Il y a 6 ans, le jour où vous avez quitté ma maison, vous étiez enceinte. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Camille ne broncha pas, elle ne pâlit pas, elle ne lui offrit aucune des réactions dramatiques auxquelles il pouvait s'attendre. Elle soutint son regard et resta silencieuse suffisamment longtemps pour qu'il comprenne qu'elle choisissait ses mots, sans paniquer pour trouver une réponse. La vérité n'avait aucune importance pour vous il y a 6 ans, Monsieur Marchetti. Pourquoi en a-t-elle maintenant? Cette phrase frappa Ronan comme un coup de poing qu'il ne pouvait esquiver. Non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle avait tellement raison. Il n'avait rien à rétorquer. Il y a 6 ans, il n'avait pas voulu l'entendre. Il n'avait pas eu besoin de l'entendre. Il ne lui avait pas donné la moindre chance de s'exprimer. Il prit une inspiration et fit quelque chose qu'il n'avait presque jamais fait en 37 ans d'existence. Pas devant qui que ce soit. J'avais tort. 3 mots, plus courts que tous les ordres qu'il avait jamais donnés, mais plus lourds que tous les autres. Camille ne réagit pas extérieurement. Mais à l'intérieur d'elle-même, quelque chose changea, car c'était la première fois qu'elle entendait cet homme admettre une faute, et elle savait qu'avec son caractère, ces 3 mots étaient plus difficiles à prononcer que n'importe quelle négociation de vie ou de mort dans le monde souterrain. « Je sais pour Gianni, continua-t-il, je sais que l'argent ne venait pas de toi. Je sais tout, et je le sais trop tard. » Camille ne dit rien. Elle attendit, car elle savait qu'il n'avait pas fini. Ronan se pencha en avant, baissant la voix. « Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre, Camille. Si cet enfant porte le sang des Marchetti, que tu le veuilles ou non,
que tu la caches aussi longtemps que possible, elle est en danger, un danger que tu ne peux pas voir. J'ai plus d'ennemis que tu ne le penses, et ils n'épargnent pas la famille. Camille sentit le sang se glacer dans ses veines. Pendant 6 ans, elle avait fui le nom des Marchetti précisément pour cette raison, parce qu'elle savait à quel point ce monde était dangereux, parce qu'elle avait nettoyé du sang sur les carreaux du couloir et compris que la violence n'était pas une exception dans ce monde, c'était la règle. Mais elle réalisa aussi que 6 ans de clandestinité n'avaient rien changé. Le sang ne disparaissait pas parce qu'elle le voulait. Les yeux gris-verts d'Amelia seraient toujours là, et si quelqu'un était assez curieux pour regarder de près, le lien apparaîtrait, que le certificat de naissance mentionne ou non le nom du père. Amelia n'est pas un pion, dit-elle d'une voix calme, mais les mains crispées sous la table. Elle n'est pas une propriété. Elle n'est pas une faiblesse. Elle n'est pas une cible. C'est ma fille. Est-elle aussi ma fille? La question resta en suspens entre eux, entre la pièce vitrée donnant sur Chicago, entre 6 années de silence. Camille le regarda longuement. Il n'y avait ni haine ni faiblesse dans ses yeux, seulement la vérité qu'elle avait portée seule pendant 6 ans. Et maintenant, c'était trop lourd à porter seule. Oui, dit-elle, Amelia est à toi. La pièce devint silencieuse. La ligne d'horizon de Chicago scintillait derrière la vitre, comme si le monde extérieur n'avait aucune idée de ce qui se passait à l'intérieur de cette pièce. Une vérité qui venait d'être prononcée avait changé à jamais la vie de 3 personnes. Ronan rentra en silence à la villa de Gold Coast. Pas de radio, pas d'appel, pas d'ordre donné à qui que ce soit. Pour la première fois depuis des années, il conduisit lui-même au lieu d'utiliser un chauffeur, car il ne voulait pas que quelqu'un voie son visage à ce moment-là. Il se gara dans le garage, traversa le couloir sombre sans allumer la lumière, se rendit directement dans son bureau et ferma la porte. Il s'assit dans son fauteuil familier, se servit un verre de whisky de la bouteille de Macallan posée sur l'étagère, posa le verre sur le bureau, puis ne le toucha pas. De la main droite, il ouvrit le tiroir, en sortit le test de grossesse Johnny et le posa à côté de l'écran du téléphone qui affichait la photo d'Amelia trouvée par Yolena. Le fragment de plastique et la photo étaient posés côte à côte sur le bureau en chaîne. L'un était la preuve d'une vérité qu'il avait ignorée 6 ans auparavant, l'autre était la conséquence de cette vérité. Une enfant de 5 ans avec ses yeux et le sourire de sa mère. Il fixa la photo et se mit à compter. 5 anniversaires auxquels il n'avait pas assisté. 5 matins de Noël où elle s'était réveillée et où ce n'était pas lui qui avait déposé les cadeaux sous le sapin. Il n'avait pas vu ses premiers pas. Il n'avait pas entendu ses premiers mots. Il n'était pas là pour l'accompagner à l'école le premier jour. Les nuits où elle avait de la fièvre, il n'était pas resté éveillé. Les fois où elle était tombée, il ne l'avait pas rattrapée. 5 ans, jour après jour, instant après instant, tout cela s'était écoulé sans qu'il s'en rende compte. Et maintenant, tout cela s'accumulait devant lui comme une sentence qu'aucun avocat ne pourrait alléger. Il regarda le morceau de plastique. Il se souvenait du bruit qu'il avait fait en se cassant dans ce bureau 6 ans auparavant. À l'époque, il avait demandé « Qu'est-ce que c'est ?» d'un ton désinvolte. Puis il s'était retourné vers son ordinateur portable. S'il s'était levé, s'il avait ramassé les morceaux, s'il avait regardé de plus près, s'il avait posé une question de plus, une seule, tout aurait été différent. Mais il ne l'avait pas fait car il était Ronan Marchetti, l'homme qui contrôlait tout sauf sa capacité à écouter quand cela comptait le plus. Il était assis dans l'obscurité, la lumière de la rue se répandant à travers la fenêtre et dessinant une bande pâle sur le verre de whisky intact. Et il sentit quelque chose monter dans sa poitrine, chaud, lourd, inconnu. Il ne le reconnut pas tout de suite, car c'était un sentiment qu'il avait enfoui profondément depuis son enfance, depuis que son père lui avait appris que les larmes étaient pour les faibles, et que les faibles n'existaient pas dans la famille Marchetti. Mais ce soir, personne ne le regardait. Pas d'ennemis, pas d'alliés, pas de garde du corps, seulement lui et la photo d'une fille de 5 ans qui n'avait jamais su qui était son père. Une larme coula sur sa joue droite. Il l'essuya immédiatement avec le dos de la main. Rapide, décisif, le réflexe d'un homme entraîné à cacher tout signe de faiblesse. Mais cette larme était réelle, et il savait qu'elle était réelle. À 25 kilomètres de là, dans l'appartement de Pilson, Camille était assise sur le bord du lit d'Amelia, la regardant dormir. L'enfant était allongé sur le côté, les bras enroulés autour d'un vieil ours en peluche. Ses cheveux noirs étaient étalés sur l'oreiller, sa respiration était douce et régulière. La petite chambre était si paisible que Camille pouvait entendre le ventilateur de plafond tourner lentement
et les cris des chats errants dans la ruelle. Elle avait construit ce petit monde en 6 ans, à la sueur de son front, avec des larmes, en marchant 40 minutes dans la neige chaque nuit. Amelia avait des amis, une école, tante Polar, une routine stable, tout ce dont un enfant avait besoin, sauf un père. Et maintenant, ce père savait qu'elle existait. Camille avait peur. Elle n'avait pas peur que Ronan fasse du mal à Amelia, mais elle avait peur que son pouvoir détruise le petit monde qu'elle avait construit. Ses avocats étaient meilleurs que tous ceux qu'elle pouvait se permettre. Son argent était supérieur à tout ce qu'elle pourrait gagner dans toute sa vie. S'il demandait la garde, elle n'aurait aucune chance devant le tribunal. Mais alors, elle regardait Amelia et se souvenait de la question que sa fille posait chaque année le jour de la fête des pères, lorsque l'école leur demandait de faire des cartes pour leur père. « Maman, à qui je donne la mienne ?» Chaque fois qu'elle entendait cette question, son cœur se serrait. Et chaque fois, elle répondait « Fais-en une pour tante Parelle. » Puis elle se détournait pour qu'Amelia ne voie pas ses yeux rougir. Amelia avait le droit de savoir qui était son père. Camille savait que même si cela allait à l'encontre de tous ses instincts protecteurs, elle se pencha, embrassa Amelia sur le front, puis entra dans le salon et s'assit seule dans le noir. De la même manière que Ronan était assis seul dans le noir de l'autre côté de la ville, deux personnes déchirées entre le passé et l'avenir, entre la peur et la responsabilité, entre la fierté et une vérité qu'ils savaient tous deux ne plus pouvoir enfouir. 3 jours après cette nuit interminable, Ronan appela Camille. Il fut direct, sans détour, disant qu'il voulait un test ADN, non pas parce qu'il doutait de sa parole, mais parce qu'il avait besoin d'une base légale avant d'entrer dans la vie d'Amelia sous quelque forme que ce soit. « Je ne veux pas arriver avec des mots, dit-il. Je veux arriver avec des responsabilités, et les responsabilités nécessitent des formalités administratives. » Camille resta silencieuse pendant quelques secondes au téléphone. Elle n'avait rien à cacher, et elle comprenait également que dans le monde juridique américain, un test ADN était la première étape pour établir la paternité légale. C'était quelque chose qu'elle redoutait, mais qu'elle n'avait pas le droit de refuser à sa fille. « D'accord, dit-elle, mais selon mes conditions. C'est moi qui choisis le laboratoire, pas toi. » Ronan accepta sans hésiter. Le test fut effectué dans un laboratoire privé de Lakeview que Camille trouva en ligne, neutre, sans aucun lien avec le nom Marchetti. Les cellules de la joue d'Amelia furent prélevées à l'aide d'un écouvillon et elle pensa qu'il s'agissait d'un simple contrôle de santé et ne posa aucune autre question. Les résultats prirent 2 semaines. Ces 2 semaines furent les plus longues pour elles deux, pour des raisons différentes. Camille les vécut dans un état mi-normal, mal mi-attentiste. Le matin, elle emmenait Amelia à l'école. L'après-midi, elle supervisait des contrats. Le soir, elle cuisinait et lisait des histoires à sa fille. Tout était comme avant. Mais sous cette surface stable, elle avait conscience que leur vie était sur le point de changer et qu'elle ne pouvait pas contrôler la direction que cela prendrait. Ronan a mis ces 2 semaines à profit pour en apprendre davantage sur Amelia. Pas de manière intrusive, mais à travers les traces qu'elle laissait dans le monde et que tout le monde pouvait voir. Le site web de l'Académie Arasco publiait des photos des élèves en train de participer à des activités. Amelia apparaissait sur une photo prise lors d'un concours de mathématiques, debout au premier rang, une médaille en papier sur la poitrine. Sur une autre photo, elle se tenait dans la cour de l'école à côté d'un garçon plus petit, une main sur son épaule dans une posture protectrice, avec la légende suivante. Amelia Reyes a été félicitée par son professeur pour avoir aidé un nouvel élève à s'intégrer dans la classe. Ronan a longuement regardé cette photo. Sa fille protégeait quelqu'un de plus faible, à l'opposé de ce qu'il avait fait 6 ans auparavant. Mais le détail qui l'avait vraiment glacé venait d'un petit article publié sur le site web du centre communautaire Pilsen, où avait eu lieu une journée d'orientation professionnelle pour les enfants. On avait demandé à chaque enfant ce qu'il voulait faire quand il serait grand. À côté du nom d'Amelia Reyes, âgée de 5 ans, la réponse était écrite mot pour mot. « Je veux construire une maison que personne ne pourra détruire. » Ronan l'a lu, puis relu. Marchetti Holdings, l'empire que son grand-père avait bâti, que son père avait développé et qu'il dirigeait désormais, reposait essentiellement sur la construction, l'immobilier, l'édification de structures en béton et en acier. Et une enfant qui n'avait jamais connu son père, qui n'avait jamais mis les pieds dans un bâtiment portant le nom de Marchetti, voulait construire des maisons. Le sang n'avait pas besoin d'un certificat de naissance pour couler. Il trouvait son chemin tout seul. Les résultats du test arrivèrent un jeudi matin, par email sécurisé envoyé aux 2 parties. Ronan ouvrit le fichier dans son bureau. Une page, un langage scientifique froid,
des chiffres statistiques et dans la ligne de conclusion, probabilité de paternité, 99,9%. Il connaissait déjà le résultat. Ses yeux gris verts le lui avaient révélé le premier jour où il avait vu Amelia dans le hall de l'immeuble. Mais le savoir et le voir imprimé noir sur blanc n'étaient pas la même chose, car le noir sur blanc transformait ce qu'il soupçonnait en quelque chose dont il devait assumer la responsabilité. Et la page tremblait dans sa main, non pas à cause de la surprise, mais à cause du poids de 6 années d'absence, qui reposait désormais officiellement sur ses épaules sous la forme d'un 99,9% indéniable. Une fois les résultats du test confirmés, Ronan appela Camille et lui dit qu'il voulait rencontrer Amelia. Camille posa immédiatement ses conditions. Un lieu public, pas de garde du corps, personne d'autre que eux trois au courant, et elle le présenterait comme un ami de sa mère, rien de plus. Ronan accepta tout sans négocier, car il comprenait qu'il n'avait pas le droit d'exiger quoi que ce soit. Ils choisirent Millennium Park le samedi après-midi. Ronan arriva avec 30 minutes d'avance. Il se gara à 2 pâtés de maison du parc et s'y rendit à pied. Pas de costume, seulement un Henley noir et un pantalon foncé. Pas de PC Philippe, car il l'avait retiré et laissé dans sa voiture. Et pour la première fois depuis des années, il se rendit quelque part sans aucun garde derrière lui. Il s'assit sur un banc en pierre près de Cloudgate, regardant les enfants courir autour du haricot géant en acier, écoutant leur rire résonner dans le ciel de Chicago, et réalisa que c'était la première fois qu'il s'asseyait seul dans un lieu public parmi des gens ordinaires, sans se demander qui l'observait, qui représentait une menace, qui avait besoin de son attention. Il ne pensait qu'à une fillette de 5 ans qui allait arriver, et il ne savait pas quoi lui dire. Il s'était tenu devant un juge fédéral sans trembler. Il avait fixé du regard un chef mafieux rival sans ciller, mais l'idée de devoir parler à sa fille de 5 ans lui donnait des sueurs froides. Puis il les vit. Camille arriva de Michigan Avenue, tenant la main d'une petite fille vêtue d'un manteau rouge, les cheveux noirs attachés en queue de cheval, qui marchait d'un pas rapide et vif. Amelia regardait autour d'elle dans le parc avec ses grands yeux gris verts, curieuse, comme si tout l'intéressait. Ronan se leva lorsqu'elles s'approchèrent, le cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Camille s'arrêta devant lui et dit d'une voix douce et normale, « Amelia, voici Ronan, un ami de maman. » Amelia leva les yeux vers lui. Elle dut pencher la tête en arrière car Ronan était beaucoup plus grand qu'elle. Les yeux gris-verts rencontrèrent les yeux gris, et Ronan eut l'impression que quelqu'un avait touché le plus profond de lui-même, cet endroit qu'il pensait avoir enfermé à double tour depuis longtemps. « Bonjour, monsieur », dit Amelia d'une voix claire, sans crainte, sans timidité, juste polie, comme une enfant bien élevée qui salue un adulte. « Bonjour, Amelia », répondit Ronan, qui dut s'efforcer de garder une voix calme, car sa gorge était nouée. Ils s'assirent tous les trois sur le banc de pierre. Camille resta d'abord au milieu, mais Amelia se déplaça rapidement pour s'asseoir à côté de Ronan, car elle voulait lui poser des questions sur le gros haricot en acier au loin. Ronan lui expliqua qu'il s'agissait de Cloudgate et elle acquiesça, puis lui posa des questions sur l'école, lui parla de sa meilleure amie, Lucia, du tableau qu'elle avait réalisé la semaine précédente en cours d'art plastique, un grand bâtiment avec beaucoup de fenêtres. Ronan écoutait. Il écoutait vraiment. Pas le genre d'écoute qui attendait d'une occasion de répondre, mais le genre d'écoute où chaque mot sorti de la bouche de cet enfant était précieux. « Que fais-tu » demanda soudain Amelia. « Je construis des maisons » répondit Ronan, réduisant l'Empire Marketing Holdings à 3 mots qu'une enfant de 5 ans pouvait comprendre. « Des grandes ou des petites » demanda-t-elle. « Les deux. » Amelia pencha la tête et réfléchit un instant. « Je préfère les petites maisons. Elles sont plus chaleureuses. » Camille détourna le regard, car elle ne voulait pas que quelqu'un voie ses yeux s'humidifier. Les mots d'Amelia n'étaient destinés à personne en particulier, mais elles transperçaient toutes les couches de richesse que possédait Ronan, car son manoir de Gold Coast était grand et n'avait jamais été chaleureux. Après cela, Camille acheta une glace à Amelia dans un chariot voisin. La petite fille choisit le chocolat, prit 2 bouchées, puis se retrouva avec une tache brune sur le bout du nez. Amelia plissa les yeux pour regarder son propre nez et éclata de rire. Un rire vif et cristallin dans l'air de l'après-midi. Ronan la regarda rire, et il rit aussi. Pas le sourire social qu'il arborait lors des réceptions, pas le sourire froid qu'il utilisait dans les négociations, mais un vrai sourire qui venait de ses yeux avant d'atteindre sa bouche. Le genre de sourire dont il ne se souvenait plus avoir arboré depuis longtemps. Camille vit ce sourire, et quelque chose en elle changea, petit à petit,
silencieusement, comme une porte qui s'ouvre d'un millimètre et elle ne savait pas si elle voulait qu'elle s'ouvre ou se referme. Moins d'une semaine après la réunion au Millennium Park, le fantôme du passé revint. Gianni Marchetti ne disparut pas comme Ronin l'avait pensé. Après avoir été chassé de la famille, dépouillé de tous ses comptes, de tous ses accès et de toutes les protections que lui offrait le nom Marchetti, Gianni dériva vers le sud. Avec ses anciennes dettes toujours intactes et son ressentiment grandissant de jour en jour, il contacta le syndicat Vulov, l'organisation mafieuse d'Europe de l'Est à laquelle il avait autrefois emprunté de l'argent pour jouer, et lui proposa un marché simple, des informations internes sur les Marchetti en échange d'une protection et d'argent. Gianni connaissait le dispositif de sécurité du manoir de Gold Coast, connaissait l'emploi du temps de Ronin, connaissait le nom de chaque garde, connaissait les points faibles du système financier, et il était prêt à tout vendre. Mais les informations les plus précieuses que Gianni détenait ne se trouvaient pas dans les registres ou les schémas de sécurité. Dans les semaines qui ont suivi son exil, avant que Ronin ne puisse couper complètement tous les liens, Gianni avait encore un ancien contact dans l'équipe de sécurité qui lui envoyait des SMS de temps en temps. Grâce à ces bribes de messages, Gianni apprit que Ronin se rendait récemment quelque part tous les samedis sans garde du corps, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Gianni le suivit par curiosité et découvrit Ronin assis dans Millennium Park avec une femme et une petite fille. La petite fille avait des yeux gris-vert qui correspondaient parfaitement à ceux de Ronin. Gianni n'avait pas besoin d'un test ADN pour comprendre ce qu'il voyait. L'appel est arrivé sur le téléphone de Ronin à 23 heures, un soir de semaine. Ronin a immédiatement reconnu la voix de son frère. « Je croyais que tu avais dit que je n'étais plus un Marchetti, » dit Gianni, d'un ton à la fois amer et triomphant. « Mais il s'avère que tu as quelque chose que tu ne veux pas que quelqu'un sache, une petite fille à Pilsen, avec les mêmes yeux que toi. Ce serait dommage que quelqu'un découvre son existence, n'est-ce pas, mon frère? » Ronin resta silencieux pendant 3 secondes. Ces 3 secondes lui semblèrent une éternité. Car pendant ces 3 secondes, il comprit qu'Amelia n'était pas seulement sa fille. Elle venait de devenir une cible. Exactement ce que Camille avait redouté 6 ans auparavant. Exactement la raison pour laquelle elle lui avait caché son enfant. Et maintenant que cette crainte était devenue réalité, il mit fin à l'appel. Il appela immédiatement son équipe de sécurité et ordonna à 2 hommes de surveiller l'appartement de Pilsen jusqu'à nouvel ordre. Puis il se rendit à Pilsen en voiture vers minuit. Il se gara devant l'immeuble en briques rouges où vivait Camille et monta pour la première fois les escaliers jusqu'au 3e étage. Le béton était fissuré, la rampe en fer branlante, la lumière du couloir clignotait de la peinture écaillée laissant apparaître les vieilles briques en dessous. Ronin regarda autour de lui et ressentit une honte profonde, car sa fille avait grandi ici pendant 5 ans alors qu'il dormait dans un manoir avec des vitres pare-balles et le chauffage au sol. Camille ouvrit la porte après 3 coups, les yeux vifs et méfiants, vêtue d'une vieille chemise de nuit, les cheveux détachés. Lorsqu'elle vit Ronin, elle comprit que quelque chose n'allait pas, car ce n'était pas le genre d'homme à se présenter à minuit sans raison. Ronin lui parla directement de l'appel de Gianni, de la menace, de la découverte d'Amelia. Camille n'a pas réagi avec peur, mais avec colère. La colère qu'elle avait refoulée pendant 6 ans s'est exprimée dans une voix basse et aiguë. « C'est exactement pour ça que je ne voulais pas que tu saches. C'est le monde dont j'ai essayé d'éloigner ma fille. Et maintenant, il est à ma porte. » Ronin est restée immobile et l'a accepté, car elle avait raison. Chaque mot qu'elle prononçait était juste et il n'avait aucun argument pour se défendre. « Je sais, dit-il. Mais peu importe à quel point tu es en colère contre moi, Amelia a besoin de protection maintenant. Laisse-moi m'en occuper. Non pas parce que je le mérite, mais parce qu'elle mérite d'être en sécurité. » Camille le regarda, debout dans le couloir usé d'un immeuble où il n'avait jamais mis les pieds, et elle comprit que même si elle voulait lui claquer la porte au nez, le danger à l'extérieur ne disparaîtrait pas simplement parce qu'elle le souhaitait. « Amelia ne doit pas savoir, dit-elle, la voix toujours dure, mais passant de la colère à la détermination. Sa vie ne changera pas en apparence. Pas de garde du corps pour l'accompagner à l'école, pas de voiture blindée, rien qui puisse lui faire peur. Si tu veux protéger ta fille, fais-le d'une manière qui ne lui donne jamais l'impression qu'elle a besoin d'être protégée. » Ronin acquiesça, puis retourna à Gold Coast et commença à traiter Gianni comme son monde traitait les menaces. Yolena suivit la trace de l'argent du syndicat Volkov qui allait à Gianni et le coupa en révélant à Vulov que Gianni avait exagéré la valeur de ses informations pour obtenir plus d'argent, le transformant ainsi d'un atout et d'un escroc aux yeux de l'organisation même qui le protégeait.
Au même moment, Ronan envoya un message clair au syndicat Vulov par le biais d'un canal intermédiaire. Toute action impliquant la famille Marchetti serait considérée comme une déclaration de guerre, et aucune organisation à Chicago ne pouvait se permettre une guerre avec la famille Marchetti. Vulov compris. Gianni a perdu sa protection, ses fonds, toutes les cartes qu'il lui restaient. Et 2 semaines plus tard, il a quitté Chicago dans un bus de nuit, en direction de l'Ouest, disparaissant de la ville comme Camille avait disparu du manoir de Gold Coast 6 ans plus tôt. Mais cette fois-ci, la différence était que Camille était parti avec dignité, tandis que Gianni était parti les mains vides, avec un nom que personne ne revendiquerait. Une fois la menace de Gianni écartée, les réunions du samedi au Millennium Park se poursuivirent. Chaque semaine, Ronan arrivait tôt, sans costume, sans garde du corps à proximité. Même si désormais, 2 hommes surveillaient les alentours à sa demande, des hommes dont Amelia ne saurait jamais rien. Elle s'habitua à la présence de Ronan, qui faisait désormais naturellement partie de son week-end. Elle lui montrait ses notes en mathématiques, lui parlait du nouveau dessin qu'elle avait fait à l'école, lui posait toutes sortes de questions, allant de la raison pour laquelle les grands immeubles ne tombaient pas à celle pour laquelle le ciel de Chicago était si souvent gris. Ronan répondait à toutes ces questions avec une patience qui le surprenait lui-même, car le monde dans lequel il vivait n'était pas du genre à cultiver la patience. Les mois passèrent et Camille observait de loin sans intervenir, mais toujours attentive. Elle vit qu'Amelia commençait à rechercher de plus en plus la présence de Ronan. Comment l'enfant courait vers lui dès qu'elle l'apercevait sur leur banc habituel. Comment elle commençait à raconter à la maison des histoires qui commençaient par « Oncle Ronan a dit ». Camille savait que la vérité ne pouvait plus rester cachée. Amelia méritait de savoir. Et chaque jour de retard était un jour de plus où sa fille vivait dans une demi-vérité. Camille choisit un dimanche après-midi tranquille. Elle invita Ronan à l'appartement de Pilson. C'était la 2e fois qu'il montait ses escaliers en briques rouges, mais cette fois-ci, ce n'était pas à cause d'une menace, mais pour la raison inverse. Amelia était assise sur le vieux canapé et dessinait dans son cahier lorsque Ronan entra. Elle leva la tête et sourit. « Oncle Ronan, dit-elle avant de se remettre à dessiner. » Camille s'assit à côté d'elle. Ronan prit la chaise en face d'elle. Le salon était si petit qu'ils étaient presque à portée de main. Le ventilateur de plafond tournait lentement. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers la fenêtre et se posait sur le vieux parquet. Camille posa sa main sur le genou d'Amelia pour que la petite fille arrête de dessiner et lève les yeux. « Amelia, maman a quelque chose d'important à te dire. » Amelia posa son crayon, regarda sa mère, puis Ronan, puis à nouveau sa mère. Ses yeux gris verts étaient sérieux, bien au-delà de son âge. « Ronan n'est pas seulement l'ami de maman, » dit Camille d'une voix calme, même si elle devait serrer le genou d'Amelia pour l'empêcher de trembler. « C'est ton papa. » Silence, pas le silence dramatique d'un film, mais le silence d'une enfant de 5 ans qui assimile quelque chose qui dépasse sa compréhension. Pourtant, avec un instinct qui saisissait plus que ce que les adultes pouvaient imaginer. Amelia ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ne réagit pas violemment. Elle regarda Ronan pendant un long moment, un très long moment, avec des yeux identiques aux siens. Puis elle demanda d'une voix faible mais claire, « Pourquoi papa n'était-il pas là depuis le début? » La question était simple, mais elle portait le poids de 5 fêtes des pères sans carte à offrir. 5 années passées à écouter ses amis parler de leur père sans savoir qu'elle en avait un. 5 années passées à voir la ligne vide sur son certificat de naissance sans jamais demander à sa mère pourquoi elle était vide. Ronan ne trouva pas d'excuses, ne donna pas de longues explications, ne blâma pas les circonstances. « Parce que j'avais tort, » dit-il d'une voix basse, les yeux fixés sur sa fille. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre. Amelia pencha la tête, réfléchissant comme elle le faisait toujours avant de parler, puis posa une dernière question. « Tu comprends maintenant? » « Oui, » répondit Ronan, un seul mot. Et cette fois, il n'avait besoin de rien d'autre, car la fillette de 5 ans devant lui n'avait pas besoin d'explications compliquées. Elle avait seulement besoin de savoir que son père était là, maintenant, et qu'il comprenait. Amelia posa le cahier, se leva du canapé, fit 2 petits pas vers Ronan et le serra dans ses bras. L'étreinte fut brève, légère, 2 petits bras autour du cou d'un homme qu'elle appelait encore « oncle » quelques mois auparavant. Mais cette étreinte avait suffisamment de puissance pour briser 6 années de distance d'une manière qu'aucun mot n'aurait jamais pu faire. Ronan serra sa fille dans ses bras, avec précaution, douceur, comme s'il tenait la chose la plus précieuse qu'il ait jamais touchée. Parce que c'était le cas. Il n'avait pas l'habitude d'embrasser qui que ce soit. Son monde ne laissait aucune place à la tendresse. Mais lorsque les bras de sa fille se resserrèrent doucement autour de son cou,
Un instinct plus profond que n'importe quelle armure lui dicta de poser une main sur son dos et de rester immobile. Camille était assise sur le canapé et les regardait. Et quand Amelia posa sa joue contre l'épaule de Ronan, Camille se tourna vers la fenêtre. Des larmes coulaient sur son visage. Pas de tristesse, ni de peur, mais de soulagement, parce qu'elle avait porté ce secret seule pendant 6 ans. Et maintenant, elle n'était plus seule à le porter, parce que sa fille savait enfin qu'elle avait un père. Et l'enfant ne pleura pas. Elle le serra dans ses bras, et parfois, le pardon d'une enfant de 5 ans est plus simple et plus fort que n'importe quel tribunal au monde. Dans les semaines qui suivirent ce dimanche après-midi, le mot « papa » commença à sortir de la bouche d'Amelia, comme une petite créature apprenant à marcher. La première fois qu'elle l'a dit, c'était au parc, si doucement que c'en était presque un murmure. « Papa, regarde ce que j'ai dessiné. » Puis elle a levé les yeux vers Ronan, comme si elle avait besoin de vérifier si ce mot était autorisé. Ronan a hoché la tête, les yeux un peu humides, mais il s'est détourné assez rapidement. La semaine suivante, elle l'a dit un peu plus fort. « Papa, Lucia aime aussi dessiner des maisons, comme moi. » La semaine suivante, le mot lui est venu aussi naturellement que respirer. « Papa, j'ai faim. » Et René a réalisé que c'était le plus beau son qu'il ait jamais entendu en 37 ans d'existence. La construction s'est faite brique par brique. René a commencé à entrer dans l'acte, non pas grâce à son argent ou à son pouvoir, mais grâce à sa présence. Lorsque l'Académie Arasco envoya une invitation pour la réunion des parents d'élèves de début d'année, Camille demanda à Ronan s'il voulait y aller. Il vint s'asseoir sur une petite chaise en plastique bleu dans la classe de maternelle. Ses genoux lui arrivaient presque à la poitrine, car les chaises étaient destinées aux parents qui s'asseyaient à côté de leurs enfants, entourés de pères ordinaires en t-shirt et jeans. Ronan Marchetti semblait tellement déplacé que c'en était presque drôle. Il était plus grand que la plupart des personnes présentes dans la salle, le dos droit par habitude de s'asseoir en bout de table lors des réunions, et même s'il essayait de s'habiller simplement, sa veste en cuir italien coûtait toujours plus cher que la valeur combinée des vêtements des 3 pères assis à côté de lui. Mais lorsque le professeur a demandé à Amelia qui elle voulait présenter dans sa famille, elle s'est levée, a pointé Ronan du doigt et a dit « C'est mon papa », d'une voix des plus normales et fières qui soient. Et Ronan ne se sentit plus déplacé. Il était juste un papa assis sur une petite chaise en plastique, et c'était le seul titre qui comptait dans cette pièce. Quelques semaines plus tard, Amelia ramena à la maison un dessin réalisé en cours d'art plastique. Elle le posa sur la table de la cuisine de leur petit appartement pour que Camille puisse le voir. Le dessin représentait une maison avec de grandes fenêtres et un toit rouge, devant laquelle se tenaient 3 personnes côte à côte. La plus grande à gauche, la moyenne au milieu, la plus petite à droite. Au-dessus d'eux, de la main tremblante d'une enfant de 5 ans, Amelia avait écrit « Maman, papa et moi ». Camille le regarda longuement. Elle ne pleura pas, car elle avait déjà assez pleuré, mais elle sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle avait oublié pouvoir exister après 6 ans passés à se débrouiller seule. Elle colla le dessin sur le réfrigérateur à l'aide d'un aimant en forme de fleur, et il y resta à partir de ce jour-là. Puis vint le premier week-end d'Amelia au manoir de Gold Coast. Camille accepta après de nombreuses discussions avec Ronan, fixant des règles claires concernant les horaires et les contacts. Ronan prépara une chambre pour Amelia, pas une chambre de suite d'hôtel de luxe, mais une chambre avec des livres sur les étagères, une boîte de crayons de couleur sur le bureau, une couverture douillette sur le lit et la lumière naturelle provenant d'une fenêtre donnant sur le jardin. Amelia entra dans le manoir et regarda partout avec des yeux écarquillés. Elle toucha la rampe d'escalier en bois, leva les yeux vers les hausses plafonds, traversa un salon plus grand que tout l'appartement des Pilson, puis s'arrêta au milieu du long couloir et dit « Cette maison est vraiment grande. Mais c'est un peu triste, papa. » Ronan, qui marchait derrière elle, s'arrêta. « Pourquoi est-ce triste? Parce qu'il n'y a pas de rire. » La phrase était simple, comme le sont les phrases des enfants, mais elle était plus juste que toutes les analyses que Yolena avait jamais écrites. Car cette demeure n'avait vraiment pas de rire. Elle n'en avait jamais eu. Depuis l'époque de son père jusqu'à la sienne, cette maison n'avait connu que des ordres, le silence et des pas sur le parquet. Ce soir-là, le père et la fille regardèrent un dessin animé dans le grand salon. Amelia se blottit sur le canapé à côté de Ronan, les pieds chaussés de chaussettes à motif de chat que Camille avait achetées dans une boutique d'occasion. Au milieu du film, Amelia leva la tête et demanda à Ronan d'une voix endormie mais sérieuse. « Papa, tu le regrettes? » Ronan baissa les yeux vers sa fille. « Oui. Regretter quoi? »
de ne pas avoir écouté ta mère quand elle avait besoin que je l'écoute. Amelia réfléchit un instant, ses yeux gris-vert clignant lentement sous l'effet de la somnolence. Puis elle dit « Alors ça va, parce que maintenant tu écoutes. » Et elle se retourna vers le film comme si elle venait de résoudre un simple problème de mathématiques. Mais pour Ronan, ce n'était pas simple. C'était le pardon. Pas le pardon conditionnel que les adultes offrent, mais le pardon total et sans réserve d'un enfant qui croit davantage au présent qu'au passé. Et il était assis là, dans le salon de sa propre maison, et il entendait pour la première fois des rires dans ce manoir quand Amelia gloussa en voyant un personnage de dessin animé tomber. Et il réalisa que la fillette de 5 ans blottie contre lui avait donné quelque chose que personne dans le monde de la mafia ne lui avait jamais donné. Une vraie raison de changer. Hans blotti contre lui avait donné quelque chose que personne dans le monde de la mafia ne lui avait jamais donné. Une vraie raison de changer. Les rumeurs se répandent vite dans la classe supérieure de Chicago, car le monde des riches est plus petit qu'on ne le pense et leurs bouches sont plus grandes que leur monde. Ronan Marchetti a une fille illégitime avec une ancienne femme de ménage. L'histoire a voyagé d'un dîner à l'autre, d'un cocktail à l'autre, comme un divertissement de fin de soirée. Lors d'une collecte de fonds caritative à l'Hôtel Peninsula un vendredi soir, où les hommes d'affaires et les politiciens de Chicago se tenaient côte à côte, un verre de vin à la main et un sourire figé sur les lèvres, un partenaire commercial nommé Harrison Burke, propriétaire d'une société immobilière concurrente de Marchetti Holdings, se pencha et dit au groupe d'hommes près de Ronan d'une voix suffisamment forte pour qu'ils l'entendent. « J'ai entendu dire que Marchetti jouait maintenant à la dinette avec la femme de ménage et le petit bâtard à Pilsen. Je suppose que c'est son nouveau projet caritatif. » Un petit rire s'est propagé dans le groupe. Ronan a posé son verre sur le bar, s'est retourné et a fait 2 pas jusqu'à se retrouver devant Harrison Burke. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin car tout le monde autour d'eux savait que lorsque Ronan Marchetti parlait doucement, c'est à ce moment-là qu'il était le plus dangereux. La femme dont vous venez de parler a bâti une entreprise de ses propres mains pendant que vous comptiez l'héritage que votre père vous a laissé. C'est la mère de ma fille. La prochaine fois que vous parlerez d'elle, assurez-vous d'en avoir le droit. Harrison Burke pâlit. Pendant plusieurs longues secondes, personne dans la pièce ne parla, car tous comprenaient que les paroles de Ronan n'étaient pas une défense courtoise de l'honneur. C'était un dernier avertissement, un avertissement à la manière des Marchetti, et ce genre d'avertissement ne se produisait pas 2 fois. Cette nuit-là, après la fête, Ronan rentra seul à la maison et réfléchit à ce qu'il venait de faire. Il avait présenté Amelia publiquement à l'élite de Chicago, avait placé la dignité de Camille au même rang que celle de sa famille, et il ne le regrettait pas. Mais au même moment, dans l'appartement des Pilsen, Camille était confrontée à une autre peur. Amelia venait de rentrer de son week-end dans le manoir de Gold Coast, et pendant le dîner, elle n'avait cessé de parler de sa chambre chez son père, du grand jardin, de la baignoire aussi grande que la chambre qu'elle partageait avec sa mère. Camille l'écoutait et souriait, mais intérieurement, elle se crispait. Le monde de Ronan était plus grand, plus lumineux, plus riche. Et Camille craignait que ce petit appartement de 2 chambres, avec ses papillons découpés dans de vieux magazines sur les murs et son lit jumeau poussé contre le mur, ne commence lentement à paraître petit et terne aux yeux de sa fille. Mais lorsque Camille borda Amelia pour la coucher, l'enfant se blottit dans son lit familier, serra son vieil ours en peluche dans ses bras et dit d'une voix endormie « Maman, notre lit est plus chaud. Le lit de papa est grand, mais le nôtre est plus chaud. » Camille s'assit sur le bord du lit, en silence pendant un moment, puis se pencha et embrassa le front de sa fille. Elle comprit que l'amour ne se mesurait pas en mètres carrés ou au prix des draps, et que sa fille, même à 5 ans, connaissait déjà la différence entre large et chaud, entre plus et suffisant. À 15 mètres de là, Ronan entra dans son bureau dans le manoir, où le portrait de son grand-père était accroché au mur comme toujours. Grand-père Marchetti, l'homme qui avait bâti cet empire à coups de sang et de silence, le regardait avec ses yeux peints à l'huile qui ne changeait jamais d'expression. Ronan regarda le portrait, puis baissa les yeux vers son téléphone, dont le fond d'écran était toujours une photo d'Amelia souriante, de la glace sur le nez. La photo qu'il avait mise après cet après-midi au Millennium Park. 2 images, 2 mondes. Son grand-père avait bâti un empire par la violence et le contrôle. Sa fille voulait construire une maison que personne ne pourrait détruire. Et pour la première fois, Ronan songea au changement. Non pas parce que le FBI l'y contraignait, ni à cause d'une stratégie commerciale,
mais parce qu'il ne voulait pas qu'Amelia grandisse et découvre un jour qui était vraiment son père dans l'ombre. Il ne pouvait pas abandonner l'Empire. Dans le monde de la mafia, la retraite n'existait pas. Mais il pouvait faire pencher la balance vers la légalité, réduire progressivement les activités clandestines, ériger des pare-feux plus épais entre l'ombre et la famille, afin que lorsque Amelia serait en âge de demander ce que faisait son père, la réponse « je construis des maisons » serait plus vraie qu'un mensonge. Le changement entre Ronan et Camille ne s'est pas produit en un seul grand moment. Il s'est produit dans des centaines de petits moments qui se sont accumulés au fil des semaines. Il a commencé à l'appeler avant de prendre toute décision concernant Amelia. Qu'il s'agisse d'acheter de nouvelles chaussures à la petite fille ou de choisir le week-end où Amelia resterait au manoir, elle a commencé à répondre à ses appels sans ressentir le nœud à l'estomac qu'elle avait au début. Ils ont appris à se parler, non pas en tant qu'employeur et femme de ménage, ni en tant que parrain de la mafia et femme qu'il avait lésée, mais en tant que deux adultes partageant la responsabilité d'un enfant. Camille n'avait pas oublié le passé, et Ronan ne faisait pas semblant qu'il n'existait pas. Mais tous deux faisaient passer Amelia avant leur fierté, et c'était la seule base suffisamment solide pour construire quoi que ce soit. Un soir, après une réunion de parents d'élèves à l'Académie Arasco, Ronan proposa à Camille de la raccompagner à Pilsen, car il pleuvait et elle avait pris le bus. Camille hésita un instant, puis accepta, non pas parce qu'elle avait besoin d'un moyen de transport, mais parce qu'elle en avait assez de tout refuser juste pour prouver qu'elle n'avait besoin de personne. Ils restèrent silencieux pendant presque tout le trajet, échangeant seulement quelques mots au sujet d'Amelia, de ses notes en mathématiques, du nouveau dessin accroché dans la classe. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant le bâtiment en briques rouges de Pilsen, la pluie s'était calmée, mais l'air était encore frais et humide, et l'odeur de la terre mouillée s'élevait du trottoir. Camille a ouvert la portière de la voiture, puis s'est arrêtée lorsque Ronan a dit « Merci de ne pas m'avoir claqué la porte au nez ». Elle s'est retournée pour le regarder. Dans la lumière jaune des réverbères qui filtraient à travers le pare-brise, le visage de Ronan ne ressemblait pas à celui du chef mafieux froid dont elle se souvenait 6 ans auparavant. Il y avait quelque chose de plus doux. Pas beaucoup, juste assez pour qu'elle le remarque. « Je ne l'ai pas faite pour toi », dit-elle honnêtement. « Je l'ai faite pour Amelia. »« Je sais », répondit-il. 2 mots, mais la façon dont il les prononça, lentement, doucement, les yeux rivés sur les siens, en disait plus long que les mots ne pouvaient le faire. Et Camille le regarda en retour avec une expression qu'elle ne maîtrisait pas tout à fait. Ce n'était pas du pardon. Pas encore, mais ce n'était pas non plus une distance absolue. C'était quelque chose entre les deux, dans l'espace entre le passé et l'avenir, entre la douleur et la possibilité de guérison. Et tous deux le ressentirent pendant ces quelques secondes. Personne ne se pencha, pas de baiser, pas de contact, pas de promesse, juste un moment réel entre deux personnes qui s'étaient profondément blessées et qui se trouvaient désormais sur la fine ligne entre ce qui avait été perdu et ce qui pouvait être reconstruit. Camille sortit de la voiture, dit bonne nuit par-dessus son épaule, puis entra dans le bâtiment sans se retourner. Ronan resta dans la voiture, regardant la porte se fermer, sans partir tout de suite. Il savait que ce qui se formait entre eux n'était pas un amour explosif comme au cinéma. C'était plus lent, plus intense, plus réel, construit sur la base d'erreurs reconnues et d'un respect appris jour après jour. Et c'était peut-être la seule façon pour deux personnes comme eux. L'une qui avait grandi sans faire confiance à personne et l'autre qui avait appris à ne dépendre de personne, pouvaient se rapprocher sans briser la chose fragile qu'ils essayaient tous deux de protéger. Un après-midi de printemps, alors que Chicago se débarrassait enfin de la peau grise de l'hiver et que le ciel était si clair qu'on pouvait voir jusqu'à l'horizon au-dessus du lac Michigan, ils retournèrent tous les trois au Millennium Park. Le même banc de pierre, la même porte des nuages scintillantes reflétant les nuages blancs, les mêmes rires d'enfants résonnant sur l'herbe, mais tout était différent. 6 ans plus tôt, Camille avait quitté le manoir de Gold Coast sous la pluie, les mains vides et une vie cachée dans son ventre. Aujourd'hui, elle marchait aux côtés de l'homme qui l'avait renvoyée, non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'elle avait choisi de continuer à aller de l'avant. Amelia courait devant, ses cheveux noirs flottant au vent, ses baskets tapant sur le chemin de pierre. Son rire joyeux résonnait dans l'espace entre les gratte-ciels. Ronan et Camille marchaient lentement derrière elle, sans se tenir la main, sans s'accrocher par le bras, seulement côte à côte, à une distance suffisamment proche pour que leurs épaules se frôlent presque, mais suffisamment éloignées pour qu'ils puissent respirer. Camille regardait sa fille courir et dit
d'une voix calme comme si elle parlait de la météo, mais chaque mot portant le poids de 6 années. Tu te rends compte? Ce jour-là, dans ton bureau, a été le pire jour de ma vie. Mais c'était aussi le jour où tout ce que j'ai aujourd'hui a commencé. Ronan fit de quelques pas supplémentaires en silence avant de répondre. Et c'était le jour où j'ai perdu la chose la plus précieuse sans même le savoir. Aucun d'eux ne dit rien d'autre, car ils n'en avaient pas besoin. Le passé était là. Il n'était ni effacé, ni nettoyé, mais il ne constituait plus un mur entre eux. C'était une fondation, laide et fissurée, mais suffisamment solide pour construire quelque chose de nouveau par-dessus. Amelia s'arrêta près de la piscine qui reflétait le ciel, se retourna pour regarder les deux qui marchaient lentement derrière elle, puis courut vers eux, les cheveux détachés, les yeux gris-vert brillants dans le soleil de fin d'après-midi, prit la main de sa mère avec sa gauche et celle de son père avec sa droite. « Dépêchez-vous. Le dernier devra acheter des glaces, dit-elle en les tirant plus vite. Et tous les trois marchèrent ensemble le long de l'œil. Ce n'était pas une famille parfaite, ni un conte de fées se terminant par un baiser dans un château, mais trois personnes qui avaient été blessées, qui avaient commis des erreurs, qui avaient perdu des choses et qui avaient choisi de grandir ensemble plutôt que de laisser le passé les maintenir là où elles étaient auparavant. Parfois, nous pensons que perdre le contrôle est la pire chose qui puisse arriver. Mais le plus dangereux n'est pas de perdre le contrôle, c'est de ne pas écouter. Ne pas écouter quand quelqu'un essaye d'expliquer. Ne pas écouter quand la vérité se trouve juste devant vous. Ne pas écouter quand la fierté parle plus fort que le cœur. Camille a perdu son emploi, mais elle a trouvé une force qu'elle ne se connaissait pas. Ronan a perdu 6 ans, mais il a appris à être père. Quelque chose qu'aucun pouvoir ni aucune somme d'argent ne pourrait jamais enseigner. Et Amelia a grandi en comprenant que l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut acheter avec un manoir ou une voiture de luxe. Il se prouve par la présence, par la patience, par les samedis d'après-midi passés sur un banc dans un parc et par les questions auxquelles on répond honnêtement. Les erreurs ne nous définissent pas pour toujours si nous avons le courage de les admettre et de changer. La responsabilité n'est pas quelque chose que l'on achète avec de l'argent. C'est quelque chose que l'on prouve par ses actions quotidiennes. Et les secondes chances existent non pas parce que nous les méritons, mais parce que quelqu'un est assez généreux pour ouvrir une porte qu'il aurait eu toutes les raisons de fermer. Et vous qui écoutez cette histoire, souvenez-vous de ceci. Ne prenez jamais de décision sans avoir d'abord écouté. Ne laissez pas votre fierté décider à votre place. Ne jugez pas quelqu'un en fonction de sa situation, car vous ne savez pas ce qu'il a dû endurer pour en arriver là où il est. La vie vous rend toujours ce que vous semez. Et l'amour, même s'il a été enfoui pendant longtemps, trouve toujours le moyen de renaître de ses cendres si vous lui en donnez la chance. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Dans quel personnage vous êtes-vous reconnu? Avez-vous déjà dû prendre une décision sans être écouté? Ou avez-vous déjà été celui qui a refusé d'écouter et qui l'a regretté par la suite? Partagez vos commentaires ci-dessous, car chaque histoire que vous apportez est précieuse, et je veux vous écouter du plus profond de votre cœur. Si vous avez trouvé cette histoire significative, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo avec vos proches, car quelqu'un pourrait avoir besoin d'entendre cette histoire à ce moment précis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne pas manquer les nouvelles histoires publiées chaque jour. Car ici, chaque histoire contient une leçon qui peut changer votre façon de voir la vie. Je souhaite à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix au quotidien. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.